Bonjour à tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour l'assemblage d'un PC assez premium, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce PC est destiné à un client qui a des besoins spécifiques en vidéo ainsi qu'en puissance de calcul. Il sera amené à numériser des pièces en 3D et beaucoup de produits de la suite Adobe seront utilisés avec des fichiers allant parfois jusqu'à plus de 900 mégas. Je tiens naturellement à remercier le client de m'avoir fait confiance pour l'assemblage de son poste, qui a exactement la même philosophie que moi, c'est-à-dire l'amour du travail bien fait et le fait de faire les choses avec cœur et envie. Je sais qu'il va être attentif à chaque détail, au montage et au câble management. Et je fais parfois les choses avec une telle obsession que je n'hésite pas à refaire passer un câble plutôt qu'ailleurs, afin que le rendu soit le plus épuré et le plus agréable possible. Ce que je vais faire, je vais vous présenter toutes les pièces du PC choisi et on passera ensuite au montage. Commençons naturellement par le boîtier. Nous avons devant soi le Corsair 5400. C'est un boîtier assez large puisque c'est une architecture à triple chambre avec une zone dédiée au refroidissement du processeur, une zone dédiée carte mère, carte graphique, mémoire, stockage et une zone située à l'arrière du panneau latéral avec tout ce qui est alimentation, câblage, etc. Ce boîtier est évidemment compatible avec les cartes mères Asus BTF et MSI Project Zero qui, je vous le rappelle, ont la particularité d'avoir leur connecteur situé à l'arrière de la carte mère de façon à avoir un environnement le plus esthétique et le plus épuré possible. Intéressons-nous maintenant à la partie airflow du boîtier qui pour moi est le point essentiel. Et ici, Corsair n'a clairement pas fait les choses à moitié. Nous sommes sur une architecture triple chambre avec une vraie réflexion derrière le flux d'air. On retrouve sur la partie inférieure les trois ventilateurs qui seront placés en mode aspiration de façon à faire rentrer de l'air frais. Une série de trois ventilateurs dans la zone supérieure s'occuperont quant à eux d'extraire l'air chaud de la carte mère et du GPU. Jusque-là, rien de vraiment révolutionnaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau CPU. Corsair a fait un choix vraiment intelligent. L'air frais arrive directement de l'extérieur. L'air chaud, quant à lui, est immédiatement expulsé sur le côté sans jamais repasser par l'intérieur du boîtier, grâce notamment à la séparation qui rend étanche l'intérieur du boîtier. Et ça change tout. Puisqu'on ne recycle pas l'air chaud à l'intérieur du boîtier, on travaille en flux direct. Résultat, un refroidissement plus propre, plus efficace et surtout beaucoup plus cohérent. Continuons avec la carte mère qui est la ROG Maximus Z890 Hero BTF. Z890, dernier chipset acceptant les derniers processeurs de chez Intel, les modèles Ultra 9, etc. Et évidemment BTF pour tout ce qui est connectique qui se trouve à l'arrière de la carte mère. Donc on aura la chance d'avoir un environnement le plus épuré possible dans ce boîtier. On poursuit avec le processeur qui est un modèle Intel Core Ultra 9 285K cadencé à 5,7 GHz. Le client n'a effectivement pas fait d'économie quant au choix du processeur puisque comme je vous le dis lors de l'introduction, le client est amené à faire des tâches assez lourdes, notamment des numérisations en 3D. Et contrairement à ce que l'on peut penser, le processeur joue un rôle très important lorsque on numérise en 3 dimensions les pièces. Qui dit processeur dit refroidissement, qui dit refroidissement dit AIO, qui dit AIO dit Corsair, puisqu'on a ici un très joli boîtier de chez Corsair, donc restons dans le thème et dans la marque. Donc je suis parti évidemment sur l'IQ-Link Titan 360, qui comme son nom l'indique, a un radiateur de 360 mm et 3 ventilateurs de 120 mm qui assurent le refroidissement et l'extraction de l'air chaud du processeur. J'ai moi-même ce modèle, ça fait 1 an et 2 mois et je n'ai absolument fait aucune maintenance, donc je suis très satisfait de ce modèle. On va ensuite retrouver pas moins de 64 Go en DDR5. Alors je suis parti sur le modèle Vengeance de chez Corsair en 2x32 et cadencé à 6400 MHz. Et vu le prix de la mémoire actuellement, je peux vous dire que j'ai dans mes mains un petit bijou.
Concernant la partie stockage maintenant, on va retrouver pas moins de 2 fois 2 Tera en 9100 Pro de chez Samsung, évidemment en PCI Gen 5. Le client est amené à faire des copies régulièrement de disque à disque avec des fichiers parfois très volumineux. Donc je pense qu'avec 2 fois 2 Tera et avec la vitesse que propose Samsung de lecture et d'écriture, je pense qu'il aura de quoi faire sans se faire trop retarder dans son travail. Bon, passons maintenant aux choses un peu plus sérieuses. La carte graphique. Et non, désolé de vous décevoir, mais on ne va pas parler gaming aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser et approcher le monde professionnel. Puisque je vous le rappelle, mon client est amené à numériser des pièces en 3 dimensions. Donc nous avons contacté le fabricant et revendeur de son logiciel 3D et eux préconisent essentiellement du NVIDIA. Donc nous sommes partis sur le modèle NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell en version 32 Go. Donc 32 Go lui suffiront largement à absorber toute sa charge de travail et les projets les plus fous. Donc en réalité, ce que l'on cherche sur ces cartes graphiques RTX Pro, la principale différence entre les pros et les gaming, c'est d'une part sa consommation. Et si on compare un modèle 4500 comme ça RTX Pro à une 5090, puisqu'elles ont toutes les deux 32 Go, donc on pourrait dire qu'elles sont très similaires. Mais en réalité, non. Donc une va consommer plutôt 200 à 220 watts, tandis que l'autre, je vous le rappelle, les modèles 5090 vont consommer plutôt de l'ordre de 600-630 watts. Voilà. Et encore, ça dépend si elle est overclockée ou pas. Donc ce qu'on cherche avec ces cartes graphiques, c'est notamment de la fiabilité sur le long terme et qu'on puisse travailler des heures et des heures sans aucun plantage. Pour alimenter tout ça, je suis parti sur un modèle de chez Be Quiet avec une certif 80+ Platinum et 1000 watts de potentiel. En réalité, j'ai un tout petit peu hésité quant au fait de choisir le modèle supérieur, la 1200 watts. Mais en réalité, vu que la carte graphique n'a qu'un TDP de 200 ou 220 watts, il était pour moi superflu de choisir le modèle 1200 watts. On passe au montage. Allez, on peut débuter le montage. J'ai commencé par retirer la porte latérale qui était maintenue par une vis. J'ai également retiré la partie inférieure de ventilateur qui est actuellement ici et qui sera remplacée par des modèles IQ. Le capot supérieur a également été retiré et la porte arrière, comme vous pouvez le voir, a été ouverte pour avoir un meilleur accès. En tout cas, pour le moment, c'est hyper simple d'accès puisque tout se fait par porte latérale avec ouverture et fermeture ultra basique. Ça y est, je viens d'installer la rampe de 3 ventilateurs sur la tranche inférieure, placée en mode aspiration. Ensuite, j'ai remplacé les modèles RX de base sur l'IO par des modèles RX Max ici présents. Ils ont la particularité d'être 5 mm plus épais et offrent un meilleur débit d'air à la même vitesse. Donc c'est intéressant pour les gens qui veulent avoir du silence. J'ai également retiré le plexi d'isolation du CPU pour pouvoir passer plus tard le waterblock. Et puis désormais, je peux passer à l'installation de la carte mère. Donc je vous reprends dès que cela est fait. Honnêtement, je ne me voyais pas installer la carte mère avant de vous la présenter. Je la trouve juste sublime et c'est l'une des plus belles que j'ai eues entre les mains. Elle est à la fois sobre, élégante, bodybuildée et efficace avec le dissipateur thermique conséquent du NVMe. D'ailleurs, quand on l'a dans les mains, son poids se fait bien ressentir. La face arrière, quant à elle, est soignée
Et on retrouve évidemment toutes les connexions d'une carte mère classique, et même plus. Bon, ça y est, je viens d'installer la carte mère dans le boîtier. J'ai également installé mon processeur ainsi que les deux disques durs qui se trouvent sous les dissipateurs. J'ai fait passer mon waterblock en vue d'une imminente installation. Bon, ça y est, le waterblock est enfin installé. Je dis enfin puisqu'il m'a occupé plus de 45 minutes. Je me suis soucié de faire passer le plus proprement possible les conduits d'alimentation en eau ainsi que son alimentation en USB type C ici. J'ai également branché définitivement la liaison IQ de la rampe inférieure à mon refroidissement de l'IO. Et pour le reste, ça se passe tout de suite. Ça y est, l'alimentation a pris place dans le boîtier. Tout le câblage a été effectué. Le front panel a lui aussi été connecté. Alors je vous fais un petit plan d'ensemble du radiateur de l'IO. Et vous apercevez ici le plexi servant à isoler l'air interne pour ne pas aller le polluer. On retrouve ici le hub IQ Link qui lui aussi est définitivement connecté. Il ne me reste plus qu'à installer la mémoire et pour terminer la carte graphique. Bon, eh bien comme vous pouvez malheureusement le voir, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Vous voyez que la carte mère n'y est plus, le waterblock est démonté. Eh bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'installe donc la carte graphique, j'installe la mémoire, et là, je me dis, avant de vous faire des plans d'ensemble un peu sympas, je me dis, je vais quand même essayer de l'allumer ce PC. Donc je prends mon écran 4K, je branche évidemment, j'allume le boîtier, la lime, je tente un allumage. Là, le boîtier s'allume, impeccable, mais là, pas d'affichage. Et là, je commence à stresser. Je dis waouh, qu'est-ce que j'aurais oublié? Donc, est-ce que j'ai oublié l'alimentation du CPU? Est-ce que j'aurais oublié l'alimentation de la carte graphique? Non, tout est nickel. Je tente de mettre l'HDMI directement sur la carte mère puisque l'Ultra 9 ici est muni d'un chipset graphique, mais là, toujours rien, toujours pas d'affichage. Je déplace le boîtier sous mon bureau afin de le brancher à un écran un peu plus conventionnel. C'est un écran 27 pouces de marque Asus en 2K qui, lui, ne m'a jamais montré des signes de bipolarité. Et là, je tente un allumage du boîtier, et malheureusement, toujours pas d'affichage. Donc là, je commence un petit peu à m'inquiéter. Je vais vous résumer la batterie de test par laquelle je suis passé pour essayer, j'ai bien dit essayer, d'élucider le problème parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, là, à la minute où je la tourne, je n'ai pas de réponse. Bon, évidemment, s'il n'y a pas la carte mère, vous pouvez d'ores et déjà vous douter quel élément peut embêter. Mais là, encore une fois, tant que je n'ai pas essayé, et c'est ce que je dis à mes clients, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas avoir la réponse. Parce qu'il peut y avoir plein de variables en informatique, que ce soit matériel ou logiciel, qui ne permettent pas le bon fonctionnement d'un logiciel ou d'un produit comme celui-ci. Test numéro 1, je commence par retirer l'une des mémoires branchées sur le port B2 de la carte mère, puisque je vous le rappelle, le client a 2 fois 32 Go. J'allume le boîtier et là, contre toute attente, ça fonctionne. Donc soulagé, mais pas rassuré, puisque c'est pas normal cette histoire. On poursuit sur le test numéro 2. Test numéro 2, je continue par vouloir bêtement rebrancher la mémoire précédemment retirée sur le port B2, je vous le rappelle. Et avant d'appuyer sur le bouton Power du magnifique boîtier,
j'essaie de faire une petite prière et essayer d'invoquer tout ce que je peux invoquer. J'allume et malheureusement, vous devinez la suite. Et c'est là que on continue les tests. On continue avec le test numéro 3. On se rend bien entendu sur le site de Asus pour vérifier d'une potentielle mise à jour du BIOS. Là, effectivement, il y en a bien une. Donc, je plug ma clé USB sur la carte mère. Je démarre. La mise à jour se passe impeccable. Je redémarre évidemment toujours avec une seule mémoire puisque, je vous le rappelle, les deux en simultané ne fonctionnent pas. Je décide d'éteindre après une succincte configuration du BIOS, d'éteindre mon boîtier pour retenter à nouveau avec deux mémoires. Là, je rallume le boîtier et puis évidemment, ça ne fonctionne toujours pas, évidemment. Bon, c'est bon, on est toujours là, on n'a pas quitté la vidéo. Ok, alors on peut poursuivre avec le test numéro 4, le test le plus long, le plus fastidieux, le plus enquiquinant. Mais pour essayer d'élucider le dysfonctionnement de cette carte mère, il faut bien passer par là. Donc on va retirer le waterblock du CPU afin de vérifier que celui-ci n'ait rien. Et effectivement, c'est le cas, il n'a rien, il n'a que quelques démarrages à son actif. Mais bon, sait-on jamais, on peut toujours avoir une mauvaise surprise. Alors, on continue évidemment par retirer le CPU du socket afin de vérifier qu'aucune pin ne soit tordue et ou endommagée. Pour ce faire, je vous invite à prendre votre téléphone et le mettre en mode évidemment appareil photo et plus précisément en mode macro afin de vérifier que ce n'est pas le cas. Et comme vous pouvez le voir, je vous mets une photo de celui-ci et celui-ci n'a effectivement rien. Vu que mon socket et mon processeur n'ont visiblement rien, je décide de remonter l'ensemble et de retenter l'histoire. Petit rappel concernant le montage de vos waterblocks. Il n'est absolument pas nécessaire et surtout pas recommandé d'ailleurs d'exercer une pression extrême sur les vis d'assemblage. Un vissage en étoile et à la force des doigts s'impose. On n'est pas devant une Formule 1 qui vibre dans tous les sens, donc aucun risque de dévissage. On commencera par le vissage modéré de la vis numéro 1 et 4, puis 2 et 3, pour terminer ensuite sur chaque vis. Je vous rappelle que notre but est de faire en sorte que notre waterblock et notre CPU soient en contact, sans pour autant le comprimer. Bon, après toute cette série de tests et ces explications, on peut considérer que notre carte mère initiale était malheureusement défectueuse. Nous avons été obligés de renvoyer l'ancienne pour en commander une nouvelle chez Asus, que j'ai d'ailleurs contacté pour leur faire part du problème rencontré et ils m'ont assuré qu'aucun souci n'était référencé, notamment sur ce modèle. Ce que je fais, je monte la nouvelle carte mère dans le boîtier, je réassemble tout, je fais une petite prière au préalable, je teste et je vous montre. Waouh, le rendu est dingue. C'est le client qui va être content. Bon, vous en doutez un petit peu, si on en est là, c'est normalement bon signe. Je viens de terminer l'assemblage de la nouvelle carte mère. J'ai également installé la carte graphique et surtout la mémoire. D'ailleurs, à ce sujet, les 64 Go sont désormais bien reconnus. Donc il y avait bien un problème avec la carte mère précédente. J'ai mis à jour le BIOS et activé le XMP afin que la mémoire soit reconnue à la bonne fréquence. À la fin de la vidéo, je vous laisserai avec de belles images, avec des plans rapprochés. PC allumé, PC éteint, comme ça vous pourrez vous rendre compte du résultat et du rendu. Je laisserai le soin au client de retirer tous les films de protection. C'est toujours agréable et satisfaisant à faire. Et puis ça lui donnera un peu l'impression d'ouvrir son cadeau. On arrive à la fin de cette vidéo. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir pour assembler ce boîtier et de vous le partager à travers cette vidéo. D'ailleurs, si celle-ci vous a plu, un like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des suggestions, la section commentaires est faite pour vous. Et pour l'heure, je vous laisse avec quelques belles images de fin pour que vous puissiez admirer le résultat. Ciao et à bientôt.